Donc, eh ben, on va démarrer parce qu'on a du pain sur la planche. Et justement, on allait démarrer. Sur Twitch, on n'a pas le droit de l'utiliser, cette De expression. quoi, le pain sur la planche? Moi, j'utilise des expressions de vieux, j'aime bien. J'ai 40 ans. Ouais, je sais, moi, je sais Voilà. ce que c'est. Et encore pour moi, j'ai dit fort de café l'autre jour sur la chaîne parlementaire, on s'est moqué de moi. C'est fort de café, mais je trouve que c'est quand on le dit, c'est puissant quand même. C'est fort de café. Clair. Ouais, je l'ai utilisé hier, on s'est foutu de ma gueule aussi. Même moi, en le disant, j'ai dit fort de café. Ouais. T'as pas pris 10 ans, toi? L'expression elle-même est forte de café. Du coup, ça perd l'hypopète aussi, alors. Aussi, Ça perd l'hypopète. tout ça. Moi, j'aime bien, c'est désuet, j'aime bien. Donc, passons aux choses sérieuses. Emmanuel, on ne se connaît pas, c'est ton premier mandat. Tout à fait. Est-ce que tu peux te présenter, dire un petit peu d'où tu viens, ce que tu faisais, quel âge tu as, le nom de ta père, ton père, ta mère, tout ça. Non, quand même pas. On peut le faire. Je sais pas si ça va passionner les. Non, mais voilà. Mais moi, je me demandais par exemple une grande question, qu'est-ce que tu faisais avant? Enfin, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton métier? Oui. À part député. Alors mon métier de base, alors déjà je suis orinois, je suis né à Tannes, j'ai grandi à Love, un petit village à côté de Masevaux. Voilà, que certains connaissent sûrement, la vallée de la Dolère, très jolie. Il fait très froid en hiver. Il fait très froid en hiver. Il pleut aussi pas mal. Il neige quelquefois même à Love. Alors qu'ici ça va, on a 30, 35. Ici, il fait très mais froid. on dit Low, hein, on dit pas Love. Non, on dit Love. Et vous êtes, Love. C'est bien, mais on va se Du coup, le calmer. mec, On dit Love. Mais voilà, donc j'ai 42 ans et je vis à Strasbourg depuis maintenant une vingtaine d'années. Et mon dernier métier, je travaillais dans une entreprise qui s'appelle Flender Grafenstaden à Ilkirch Grafenstaden, dans le domaine de la mécanique, une entreprise qui fabrique des engrenages, et j'étais moi dans le service de logistique interne, service support, et puis j'aidais un petit peu à l'organisation interne, l'utilisation des systèmes informatiques aussi, SAP pour ceux qui connaissent. D'accord. Ah voilà. ouais. Ok. Donc rien à voir avec le rôle d'un député, mais j'étais par ailleurs militant depuis une bonne dizaine d'années, d'abord au Parti de gauche, au Front de gauche, et puis ensuite la France Insoumise à partir de 2016, et puis voilà, toutes les campagnes en tant que militant. Et comment on devient candidat alors? Alors, en tout cas, à la France Insoumise, on devient candidat... Attends, que tu te poses la question. Moi, ça me tombe à chaque fois dessus, je fais pas exprès, je prévois pas. On est venu chercher. Non, à la France Insoumise, en fait, il y a un processus démocratique de sélection parmi les candidates et les candidats au sein des groupes d'action, parce on fonctionne sous forme de groupes d'action qui sont créés dans les différents quartiers. On en a une quinzaine à Strasbourg, il y en a aussi à Mulhouse, il y en a un petit peu partout dans la région. Et donc, alors celles et ceux qui souhaitent être candidates ou candidats se positionnent, font une petite profession de foi. Donc on se présente, on fait une assemblée de circonscription dans laquelle tous les groupes d'action de la circonscription se réunissent. Les candidates, les candidats se présentent. Et ensuite, par consensus, on sélectionne un binôme paritaire, une femme, un homme. Et ensuite, le national... réunit l'ensemble des candidates et des candidats envoyés par les assemblées de circonscription. Et il y a, là pour le coup, comme on a eu la formation de la NUPES, il y a aussi eu des arbitrages qui ont été faits pour distribuer les circonscriptions entre la France Insoumise, les écologistes, les communistes et socialistes. Il se trouve que ma circonscription a été attribuée à la France Insoumise et que dans le cadre de l'aspect paritaire, c'est un homme qui a été sélectionné dans ma circonscription et c'était moi. Voilà. D'accord. Et du coup, élu. Bravo. Élu, ouais. Première candidature, première liste. Donc plutôt. Classe. Alors ça tient pas beaucoup à moi, ça tient beaucoup à l'immense travail des militantes et des militants dans la circonscription. On a fait une campagne de dingue. On a frappé presque 6000 portes. Presque 6000 portes. On a distribué, je crois, 20 000 tracts. On a collé plusieurs milliers d'affiches. C'est vraiment une campagne qui a duré 4 semaines. Hein, ça a été explosif. Mais on était déployés partout. On avait 30 actions par semaine sur les 3 premières semaines. Et la dernière semaine, on avait même 50 actions. Donc 10 actions par jour. Une action, un événement sur la plateforme qu'on utilise qui s'appelle Action Populaire. Je ne vais pas vous faire tout le détail ici. Mais c'est simplement de dire à au moins 10 endroits différents chaque jour dans la dernière semaine avant le premier tour, il y avait 3, 4, 5, 6, une petite dizaine d'insoumis qui étaient là avec des tracts, en porte-à-porte, à coller des affiches et qui étaient à aller convaincre aux 4 coins de la circonscription les électrices et les électeurs. Donc ça a été vraiment une grosse mobilisation et on a pu y arriver comme ça. Mais on peut souligner peut-être que c'est un exploit en Alsace quand même d'avoir des élus de gauche. Hein. C'est extrêmement rare. Grave, voilà. En tout cas, nous, le Haut-Rhin, on ne peut pas s'en vanter. Mais d'un autre côté, franchement, moi je l'entends parler, j'ai des pieds nickelés à côté. Ouh, la fleur au fusil, venez. Maintenant que tu sais comment on fait, il faudra que tu essayes.
Peut-être je réessayerai, on verra. Bah oui, on espère. Il y a Arnaud dans le chat qui nous dit un député dépité ou un député enjoué. Bonne question. Dépité, non. Bah là, en plus 3-0, comment je peux me sentir? C'est parfait, non, tout va bien. Dépité, alors, au volant, je râlais un peu, parce que dans les bouchons, je suis jamais content. Donc, mais non, là, je suis content, je suis sorti des bouchons, je suis arrivé, je suis enjoué, je suis ravi d'être ici avec vous. Et voilà. Dépité, oui, souvent dépité à l'Assemblée, quand je vois ce qui est voté, malheureusement, par ceux qui sont encore majoritaires quand ils arrivent à s'arranger avec la droite, voire l'extrême droite. Mais non, député, enjoué, enjaillé même, et ravi d'être ici. Alors justement, enfin ta vie, elle a dû changer du tout au tout en une soirée. Comment on devient député? Qu'est-ce qui change? Comment ça a impacté ta vie? Quel est ton quotidien? Comment ça se passe? C'est vrai qu'il y a tout qui change. Les premières semaines, c'est assez... on est un peu... scotché, collé au mur, quoi. Enfin, tout change, absolument tout change. Les lieux, la temporalité, les gens qu'on fréquente, ce qu'on a à faire. Et puis surtout, on sortait de la campagne présidentielle, qui a déjà été très intense, puisque vous connaissez le score de Jean-Luc Mélenchon, 22%. On a aussi, là, le rythme dont je vous parlais pour ma campagne, ça a été le même pendant toute la campagne de la présidentielle pour Jean-Luc Mélenchon. Donc on a enchaîné présidentielle, législative, et puis le mardi matin, j'ai été élu le 19 juin au soir, et le mardi matin, j'étais à l'Assemblée pour rentrer dans l'hémicycle avec justement Jean-Luc Mélenchon qui nous a fait visiter, et puis tous les autres nouveaux élus. Alors on est décalqué. Au début, on est décalqué. On n'a pas le temps de on pense avoir au moins 2 jours pour respirer entre l'élection et puis le moment d'arriver à l'Assemblée. Non, vous avez le temps de rien. Vous avez le temps de repasser les chemises le lundi, et puis le mardi, vous partez. Donc... Mais on s'y fait parce que c'est passionnant, et puis on est aidé quand même, on a des super équipes, j'ai une super équipe de collaborateurs, on a des collaborateurs du groupe La France Insoumise aussi, et puis on apprend, là ça va faire 6 mois à la fin du mois, ça passe tellement vite, et quand on est... Comment dire, quand on porte les valeurs et quand on a envie de les défendre, la fatigue, on la ressent plus finalement. On arrive à passer outre la fatigue. Oui, j'imagine, ouais, on est porté par tout ça. C'est ça. Ouais. Ça doit être une sacrée aventure. Alors, moi, j'avoue que même, j'étais aussi candidate, et avant cette candidature, moi-même, j'avoue que les législatives, ça me passait un petit peu au-dessus. On sortait de la présidentielle à chaque fois. Je regardais la couleur. Je dis, j'ai voté cette couleur-là au présidentiel. Bon, logiquement, je vais voter celle-ci, mais sans plus de conviction que ça. Est-ce que tu peux, et j'ai l'impression aussi que c'est très abstrait, le fonctionnement, est-ce que tu peux peut-être nous faire un peu de pédagogie et nous expliquer comment ça fonctionne, quel est votre rôle, quel est ton rôle, et sur le territoire et à l'Assemblée? Oui. Alors, à l'Assemblée, la fonction du député, on peut dire principalement, elle est double. C'est de contrôler l'action du gouvernement et de légiférer, d'écrire la loi, de contribuer à écrire la loi. Donc, sur l'aspect contrôle de l'action, puisque vous savez que les pouvoirs en France, le pouvoir est partagé entre trois pouvoirs différents, qui est l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Donc l'Assemblée nationale incarne le pouvoir législatif avec le Sénat, qui est la deuxième chambre. Et donc on est là pour contrôler l'action de l'exécutif, l'action du gouvernement. Ça passe par différents aspects, ça passe par des interpellations. Toutes les semaines, par exemple, on a les questions orales le mardi après-midi. J'ai d'ailleurs la semaine dernière ou celle d'avant, je ne sais plus, le temps passe trop vite. La semaine d'avant, oui, je crois, posé une question à Olivier Dussopt sur la réforme de l'assurance chômage, par laquelle ils ont eu la bonne idée de réduire de 25% la durée d'indemnisation, après avoir réduit le montant dans une réforme précédente. Donc ils continuent de considérer que les chômeurs sont des feignants qui sont tranquilles chez eux et puis qui ont 10 offres chacun, mais qui en fait choisissent de rester chez eux quand même parce qu'ils ont trop d'argent. Donc, voilà, donc ils se disent il faut qu'ils aient encore moins de durée d'indemnisation pour les forcer. C'est caricatural évidemment. C'est tout ce qu'on dit. Peu. Franchement. Non, quand même. Mais sur 2 ans, c'est quand même très peu caricatural. Voilà, on baisse d'abord le montant pour ensuite baisser la durée. Enfin, oui. Vous aurez moins de pognon, vous creurez la dalle, vous retournerez au boulot et le boulot qu'on vous donnera, quoi. Sans être caricatural, quoi. Tout à fait. Donc ça, c'est leur logique. Donc question orale
orales tous les mardis. Il y a les questions écrites également. On a droit à une question écrite par semaine. On peut interpeller les ministres. Ils sont obligés de répondre. Alors, ce gouvernement-là, en tout cas dans la mandature précédente, et puis même ça a commencé pareil, souvent ils ne prennent pas le temps de respecter les délais, ils s'en foutent. En principe, ils ont quelques mois, je crois que c'est 6 mois maximum pour répondre. Il y a beaucoup de questions dont le délai est déjà dépassé. Et puis voilà, donc il y a le contrôle de l'action du gouvernement. Il y a les commissions aussi. Évidemment, on est membre, donc chaque député est membre d'une commission permanente. Moi, il se trouve que je suis membre de la commission de la défense et des armées et des forces armées. Et donc, on se réunit au moins tous les mercredis matins, voire plus, en commission. Et là, c'est pareil, on réalise des auditions, soit justement de membres du gouvernement, de secrétaires d'État. Bon, en l'occurrence, à la commission de la défense, c'est beaucoup les hauts gradés de l'armée, etc., qu'on auditionne, et sur l'utilisation des budgets, sur les politiques qui sont menées, sur voilà, la manière dont l'exécutif gouverne. Donc tout ça, c'est les actions de contrôle du gouvernement. Les commissions et les assemblées plénières également avec les questions au gouvernement. Et ensuite, sur l'aspect législatif, vous avez le gouvernement qui dépose des projets de loi et qui cherche dans l'hémicycle une majorité pour voter ces projets de loi. En l'occurrence, comme vous le savez, aujourd'hui, Macron n'a plus la majorité absolue. Donc, Elisabeth Borne gouverne d'ailleurs quand elle est arrivée fin juin, donc ou début juillet, fin juin, quand Macron l'a nommée première ministre, elle n'a pas sollicité de vote de confiance de la part du législatif, de la part du pouvoir législatif, donc des députés. Alors que d'habitude, ça se fait quasiment la tradition veut que ça se fasse tout le temps. C'est ça. C'est pas gravé dans le marbre, c'est pas obligatoire dans la Constitution. C'est une tradition. Mais ça s'est toujours fait. La dernière fois que ça s'est pas fait, c'était au début des années 90. Rocard. Et c'est ça, c'était Rocard. Pour la même raison. Mais voilà. Mais en l'occurrence, ça montre bien une faiblesse. Ça montre qu'elle gouverne sans être majoritaire, sans avoir l'appui finalement de l'Assemblée. Et donc, ça veut dire que pour chaque projet de loi, ils sont obligés de trouver des majorités de circonstances. Or, ils ont trouvé une majorité, on va dire, de circonstances un peu durables, en tout cas dont ils pensent que ça peut durer, c'est avec les Républicains. On pourra peut-être dire pourquoi c'est plus compliqué que ça pour eux, mais vu que leur programme est clairement ancré à droite, le programme macroniste est très clairement ancré à droite, et ben, ils n'ont aucune difficulté pour trouver des députés LR, les Républicains, pour voter leur projet de loi, même des députés du Rassemblement national, ils n'ont aucun problème à les draguer, à aller vers eux. Là, on va voir prochainement une loi sur l'immigration qui va être absolument dégueulasse, et où le Rassemblement national va applaudir des deux mains parce qu'eux auraient pu présenter le même projet. On voit plus trop la différence. Voilà. Maintenant. Et donc, et nous, députés d'opposition, on est là pour amender les textes qui sont proposés. On est là, voilà, des cas très exceptionnels où on pourrait tomber d'accord et voter pour. D'ailleurs, certains amendements, certains articles proposés par le gouvernement, on peut être amené à voter pour. C'est très exceptionnel, mais on n'est pas non plus complètement sectaire en se disant s'il y a marqué Macron dessus, on vote pas, même si ça va dans le bon sens. Ça peut exceptionnellement arriver. Malheureusement, ça arrive très rarement que ce qu'ils proposent aille dans le bon sens. En tout cas, dans le sens du programme qu'on défend. Mais en tout cas, on est là pour amender, c'est-à-dire essayer de modifier leur texte avant qu'il soit voté pour le faire aller dans une direction un petit peu plus favorable. Et bon, alors le truc, c'est que nos amendements sont très très peu retenus, malgré le fait que Elisabeth Borne avait dit qu'on allait co-construire. Ça, c'est ils adorent dire ça. On va co-construire, mais ça veut rien dire. C'est comme, c'est comme Macron qui a dit qu'ils ont repris 146 propositions. Oui, on à peu près dans le même niveau de franchise et de sincérité, c'est ça? Tout à fait. C'était la Convention pour le climat, c'est ça, les 146. Ça. Il avait dit je prendrais tout sauf 3. Et en fait, il a rien pris du tout. Il en a pris 10 en l'état. 3 sauf tout, il a fait. Il a fait 3 sauf tout. C'est ça, il a confondu. Mais non, voilà. Donc, amender les projets de loi du gouvernement pour en réduire la portée ou en augmenter quand c'est. Voilà. En tout cas, modifier la portée des textes qui sont proposés. Et puis, par ailleurs, on propose nous-mêmes des lois. On fait des propositions de loi. Nous-mêmes, mais qui sont très souvent mises au frigo par la présidence de l'Assemblée, parce que c'est eux qui tiennent l'agenda. Donc nos propositions de loi sont faites, elles sont déposées, mais elles ne sont pas examinées parce que c'est la majorité qui décide les textes qui sont examinés. La majorité relative en l'occurrence. Juste le temps de la niche parlementaire, c'est nous qui... chaque groupe d'opposition maîtrise l'agenda pour 1 jour par an. Ça, c'était notre niche parlementaire. Je crois que Nico va en parler après. Ouais, si on en parle tout à l'heure, tant mieux. Et donc voilà, là c'est la seule journée où on a le droit à l'agenda, et ça c'était d'ailleurs mal passé parce que même là, la ils ont retardé. Ne nous laisse pas. Voilà, même là, la Macronie ne nous laisse pas légiférer. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer ce que c'est qu'une niche parlementaire? Oui, alors ça dépend. Oui, bien sûr, on peut le faire, sauf si vous voulez qu'on en parle tout à l'heure.
On en parle après. On reprendra la question tout à l'heure. Ouais, je note la question et puis on en parle tout à l'heure. Moi, j'avais vraiment une question que je sais que beaucoup de gens autour de moi se la posent. Quand on regarde les débats à l'Assemblée nationale, on est face à du spectacle. C'est souvent la foire d'empoigne, c'est le show. On voit que y a souvent des obstructions. Moi, j'ai vu passer sur Twitter des amendements où on changeait un mot ou un S ou je sais pas quoi. Et des fois, on a l'impression d'être dans une cour d'école où chacun va essayer de défendre son camp. Et parfois, je me demande, est-ce qu'on peut encore sauver la démocratie ? Est-ce qu'il y a encore, est-ce qu'on arrive à faire un pas vers l'autre ? Quelles sont tes relations ? Quelles sont les relations entre députés ? Est-ce que c'est pour le show quand il y a les caméras ? Est-ce que ça discute ? Enfin voilà. Est-ce que c'est vraiment représentatif ce qu'on voit ? Est-ce qu'il y a un off, quoi ? Ouais. Est-ce qu'il y a un off chez les députés ? Voilà. Ouais, alors effectivement, moi c'est ma sensation aussi. En arrivant dans les premiers jours, on se dit, ok, alors on essaye de comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Et puis assez vite, on se dit, bon d'accord, donc l'hémicycle c'est du théâtre. C'est vraiment dans l'hémicycle, pour bonne part, c'est une pièce de théâtre. Parce que les textes sont travaillés en commission. Avant d'arriver en hémicycle, on sait déjà en gros ce qui va se passer sur chaque texte. C'est pas le député qui prend la parole, un député LR qui prend la parole, qui va faire le meilleur discours, les meilleures 2 minutes pour défendre son amendement et qui va faire changer d'avis la NUPES en se disant ah oui finalement c'est quand même pas con de réduire les indemnités chômage. Non, voilà, on sait déjà ce qui va se passer. On n'a pas le même programme. En tout cas, nous c'est comme ça qu'on le voit dans la France insoumise. On a un programme qui est radical, c'est-à-dire on veut radicalement déplacer des curseurs sur la justice sociale, sur l'écologie et sur plus de démocratie, on pourra y venir aussi. Enfin, c'est le sujet en fait, comment on amène plus de démocratie. Et donc effectivement, c'est une pièce de théâtre, c'est-à-dire on sait à peu près déjà ce qui va se passer avant la séance lorsqu'elle démarre, on sait ce qui se passera à la fin, mais quand même, c'est le moment où on vient poser des sujets. C'est le moment où on vient porter la parole aussi, et tu demandais tout à l'heure, du coup ça me permet de compléter ma réponse, quel est notre rôle par rapport à la circonscription ? Eh bien moi, mon rôle, je le conçois comme ça, je le conçois comme un rôle de porte-parole simplement, des gens que je vais rencontrer, que j'ai rencontrés pendant ma campagne et que je continue de rencontrer. J'étais au Neuf samedi après-midi, je fais des permanences, je continue de faire les marchés, etc., que je continue de rencontrer pour capter les problématiques du quotidien, les difficultés à vivre. En ce moment, c'est beaucoup le pouvoir d'achat, la question du pouvoir d'achat, puisque les prix explosent, les salaires n'augmentent pas, etc. Donc pour moi, je suis porte-parole de ce qui se passe dans ma circonscription. J'ai pris la parole cette semaine dans le cadre de l'examen d'une loi anti-squat. Nous, on l'appelle loi anti-locataire, parce que finalement, c'est une loi qui va permettre au gouvernement de sortir plus rapidement les gens qui, malheureusement, n'ont plus la possibilité de payer leur loyer, relativement à la situation dont on parlait, inflation, énergie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui sont obligés de choisir entre se chauffer, manger, se déplacer ou payer leur loyer. Et si à un moment donné, il y a 3-4 loyers de retard parce que c'est plus possible, eh ben, cette loi permettra à la préfecture d'agir beaucoup plus vite et de mettre les gens à la rue, quoi. Donc moi, j'ai cité l'exemple d'un squat en ce moment qui est rue de Bourgogne à la Méno, avec des gens qui sont médicalisés, même sous respirateur. Et si on les vire, ils vont simplement se retrouver dans la rue à crever sur le trottoir. Parce que la personne dont je parle, que j'ai visitée, qui est branchée à un respirateur, c'est Médecins du Monde qui les suit, qui les soutient. Ben, s'ils n'étaient pas là, déjà, le respirateur, elle ne l'aurait pas, cette personne. Et puis là, si on la vire, elle va juste arrêter de respirer, quoi. Donc on en est là. On en est là dans les lois qui sont votées. Donc c'est porter cette parole-là, c'est de dire laissez bosser les assos, humaniser un peu l'approche que vous avez quand vous faites des projets de loi, au lieu de toujours servir les instincts les plus vils, qui sont ceux de la droite, de l'extrême droite, parce que les pauvres profitent, vous vous rendez compte, ils ont droit à un respirateur, et puis ils ne payent même pas, et puis, juste c'est quelqu'un qui veut survivre, quoi. Oui, qui a quitté son pays, qui est arrivé en France, mais pas pour faire du tourisme, pour essayer de survivre, et tout le monde ferait pareil. Bien sûr, Donc voilà, c'est de porter cette parole-là dans l'hémicycle. Ok, alors de toute façon, on va débattre de plein de sujets d'actualité tout au long de l'émission. On a demandé à Jason Fleck de nous rejoindre. Jason Fleck, il est, tu le connais, il est élu dans l'opposition à Mulhouse, et il a fait son petit buzz, Jason, au mois d'avril l'année dernière. Enfin l'année dernière, cette année. À l'occasion de la visite du candidat Macron à l'époque à Mulhouse, tu l'avais interpellé et puis tu avais répondu. Je propose qu'on lance la vidéo pour se rafraîchir la mémoire
Et puis on en rediscute après. Monsieur, vous êtes à Mulhouse et ici, un tiers des Mulhousiens vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1 000 € par mois. Et clairement, les gens ont voté Jean-Luc Mélenchon à 36% à Mulhouse. Et c'est lié, les gens sont pauvres, ils ont à peine de quoi payer leur loyer, de quoi s'acheter du pain. Là, il y a une véritable urgence et pendant ces 5 ans, ces gens se sont sentis abandonnés. Durant le mandat qui vient de s'écouler, j'ai augmenté le minimum vieillesse, c'est l'allocation adulte handicapé, de 90 € par mois. Vous ne pouvez pas dire que ça a baissé, ça a augmenté comme ça n'avait jamais augmenté. Mais ils ne sont toujours pas au-dessus du seuil de pauvreté qui est à 1 000 €. Ce que je veux dire, c'est qu'on continue, et on va continuer. C'est aussi pour ça que je veux sortir la retraite minimale et la monter à 1 100 € dans mon projet. Donc ça, je veux le dire, parce qu'on n'a pas entendu, je veux vous le dire. Deuxième chose, dans une ville comme la vôtre, vous avez raison, il y a des économies qui sont faites sur la pauvreté parce que beaucoup de gens ne vont pas chercher les aides auxquelles ils ont droit. Donc ce que je veux faire, et une mesure à laquelle je crois beaucoup, c'est ce que j'ai appelé la solidarité à la source. C'est permettre que les gens n'aillent pas faire la queue, se battre dans la complexité alors qu'ils n'ont pas forcément droit. Des mamans solo qui ont droit aux appels ou à autres et qui ne vont pas les chercher, qui n'ont pas leur droit juste, comme on l'a fait pour le prélèvement à la source, pas de dire, elles auront une allocation qui sera calculée de manière automatique et qui leur sera versée. Mais dans combien de temps? Là, je veux pouvoir le faire là, cet été, le négocier. Il nous parle de solidarité à la source, il nous parle d'augmentation des retraites, donc il a gagné. On en est où? Est-ce que c'est dans les tuyaux? Est-ce que vous avez voté déjà ces lois-là? Est-ce que ça arrive? C'est quoi tout ça? C'est avec les propositions de la Convention citoyenne, je crois, non? Ils ont fait un package, ils ont dit c'est bon, prends tout, ouais, c'est bon. S'en occupe. Il s'occupe de tout, tu s'occupes de rien, c'est bon. Alors, non, pour le moment, on n'a pas voté de texte concernant la solidarité à la source. J'ai cru comprendre, j'ai lu en tout cas qu'a priori, il va y avoir des expérimentations à partir de l'année prochaine dans certains départements, certains territoires, voilà, pour expérimenter. Mais non, il y a eu un premier texte cet été qui s'appelait la loi pouvoir d'achat, la mal nommée loi pouvoir d'achat, puisque je ne sais pas qui a vu son pouvoir d'achat s'améliorer après cette loi. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, cette loi, elle a consisté à pas grand-chose. Elle a consisté non pas ni à augmenter les salaires, ni à faciliter le versement des prestations, ni à baisser ou bloquer les prix ou à bloquer les loyers, etc. Elle a consisté, en gros, simplement, à augmenter les plafonds défiscalisés de la prime Macron. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, les employeurs, s'ils le souhaitent, exactement, peuvent donner plus qu'ils n'ont jamais donné de toute façon avant. C'est exactement ça. Voilà, ils peuvent passer de 2 000 à 3 000, sauf que personne ne donnait 2 000. Non. Et en moyenne, là, il y a eu déjà un premier bilan qui a été fait à la mi-novembre. Finalement, la fameuse prime Macron, elle est versée en moyenne à 710 € par mois et seulement à 700 000 salariés, je crois. Donc finalement, très peu de c'est juste la petit nombre de salariés pour une prime qui est 3 fois, 4 fois moindre que le plafond, malgré ça ne change rien en fait. Donc c'est de la com, effectivement. C'est-à-dire les patrons peuvent, s'ils le souhaitent, verser. En plus, prime défiscalisée, ça veut dire on continue de vider les caisses de l'État, puisque si on sponsorise le travail. On sponsorise, voilà, c'est ça. Au lieu d'aller taper dans la marge des grandes entreprises, notamment les pétroliers, puisqu'on sait que Total fait des profits absolument indécents. Le patron, Total, il a remarqué qu'il y a des profits indécents puisqu'il s'est auto-augmenté de 52%. Lui, il s'est dit, tiens, il y a du blé, je vais pouvoir m'en prendre un peu plus. Mais Total a fait 14 milliards de bénéfices en 2021. Et c'était déjà le bénéfice record d'une entreprise dans le monde. Et au premier semestre 2022, c'est déjà 18 milliards, juste sur un semestre. Donc là, ils sont sur une tendance à 36-40 milliards cette année. Et là, il y a de l'argent à prendre. Là, il n'y a pas à vider les caisses de l'État pour faire de la redistribution. Il y a de l'argent à prendre. Et ils refusent de taxer les super profits. Toujours pas de taxe sur les super profits. C'est l'un des seuls pays en Europe. C'est ce que j'allais dire, c'est que en fait, c'est le sens de l'histoire de les taxer. Ça se fait partout, même aux États-Unis. Les Anglais, on parle, ils sont pas gauchistes, les Anglais. Hein, c'est pas des LFistes. Par rapport justement à la taxation de ces super profits. C'est ça, il y a vaguement un dispositif. Même Macron, de toute façon, il fait toujours ça, il botte en touche. Il dit on peut rien faire tout seul, il faut voir avec les Européens et les Allemands. Et puis après, quand les Allemands ont débloqué 200 milliards
pour justement par rapport à la crise, notamment la crise énergétique. Puis là, Bruno Le Maire et Macron ont fait des gros yeux en disant mais comment vous pouvez faire ça? C'est pas possible, les Français vont nous demander la même chose. Et du coup ils ont demandé la définition. C'est seulement un bon exemple quand il serre la vis. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et du coup ils ont demandé la définition de super profit, puisque c'est la question que posait Le Maire, mais je ne sais pas ce que ça veut dire super profit. Ouais, franchement, on a l'impression quand même de collégiens en quatrième. Ils se foutent un peu de notre. Ouais, non, mais c'est ça. Enfin, il y a du mensonge. Comment ça, vous savez pas ce que c'est des super profits? Faut pas déconner. Tout à fait. Quoi. On va avancer parce que le temps file. Nico. On a une petite. Ah oui, pardon. Mais oui, pardon. J'avais une question. Justement, ils ont fait passer le budget en 49.3. Mais est-ce qu'il y a dans ce budget une ligne sur la solidarité à la source? Oui, alors le budget, c'est pas encore tout à fait fini. Le budget de la sécurité sociale, c'est voté la semaine dernière, la dernière 49.3. D'ailleurs, moi, j'ai fait l'aller-retour vendredi soir pour aller voter notre motion de censure contre ce 49.3. Mais donc, non, alors, il faut savoir que a priori, la solidarité à la source représenterait quelque chose comme 10 milliards, effectivement, pour les caisses de l'État. Hein. 10 milliards, c'est d'ailleurs le montant qu'Oxfam considère qu'on pourrait récupérer par la taxe sur les super-profits. Et encore, 10 milliards, Oxfam l'avait calculé avant que Total n'annonce ses profits du premier semestre à 18 milliards. Donc là, ça monte, on est plutôt sur 15, on pourrait peut-être même chercher 20 milliards. Parce qu'il n'y a pas que Total, il y a CMA-CGM, qui est les banques. Transport maritime. Il y a les banques, évidemment, les assurances. Enfin bon, il y a un magot à aller exploiter là, mais en l'occurrence donc 10 milliards pour le revenu à la solidarité à la source qui ne sont pas prévus pour 2023 en tout cas, donc c'est un dispositif dont ils disent que ça va monter en puissance, mais c'est pas leur priorité, a priori c'est pas leur priorité. Et puis ils disent aussi que ce dispositif permettra de lutter contre la fraude, mais c'est pareil, la fraude qu'on appelle la fraude sociale, c'est dans les estimations les plus hautes, c'est 1 à 3 milliards. On en a parlé la semaine dernière. Ouais. Voilà. Le mois dernier. On a montré un beau graphique avec la fraude sociale. Et fraude fiscale, voilà. 80 à 100 milliards pour l'évasion fiscale. Donc là, c'est juste, voilà. Encore une fois, ils ne mettent pas le projecteur sur les bons sujets, quoi. Enfin, si, c'est les bons sujets pour eux. Oui. Non, mais c'est ce que j'allais vous dire, c'est que oui, nous, on pense que c'est pas le bon sujet, mais ceux qui aujourd'hui gouvernent et ceux qui les entourent, c'est justement pour ça qu'ils les ont poussés à être élus, qu'ils les ont financés pour être élus. Enfin, il y a un moment donné, il faut aussi qu'on regarde les choses telles qu'elles sont. C'est une histoire de clan, et ce clan-là a gagné et s'entraide finalement. Il répond exactement aux attentes du clan. Oui. Et il faut être très clair là-dessus. Il faut arrêter de se voiler la face en disant non, mais c'est pas très démocratique, c'est démagogique de dire ça. Non, bah non, il travaille pour un clan. Mais il me semble qu'il y a plus d'une dizaine de millionnaires dans le gouvernement Macron. 19. C'est le dernier rapport de la HAT. HATVP, c'est ça. L'autorité pour la transparence. 19 millionnaires, donc ils sont totalement déconnectés. Mais par contre, tu as raison de préciser, ils font le boulot pour lequel ils ont été élus ou nommés pour ce qui est du gouvernement. Ils font ce qui leur a été demandé par Macron. Et donc, Macron, il sert ses copains. Quoi. Ceux qui l'ont servi. Ceux qui l'ont servi en finançant sa campagne. C'est ça. Bien sûr. Mais je pense qu'il faut le marteler quand même, ce message à un moment donné, parce que moi, je veux bien qu'on parle d'universalisme dans notre République, que bien sûr, on vote pour des élus, on est très content d'en avoir un aujourd'hui, et que ces élus nous représentent, et que c'est ça la légitimité démocratique. Mais aujourd'hui, la démocratie, elle est confisquée. Enfin, on pourrait appeler ça une plutocratie, finalement, la plutocratie, définition de la démocratie pour les riches. C'est-à-dire, il n'y a pas de souci, on utilise votre système d'élection, mais bon, on sait comment faire pour gagner. Et une fois qu'on a gagné, faut arrêter de se voiler la face quand même avec Macron, non, faut pas se déconner. Je sers les miens en premier, je me sers et je sers les miens. Enfin, faut arrêter quoi. J'appellerais ça même une oligarchie. On voit qu'avec Édouard Philippe, Macron met directement des lobbyistes au gouvernement. Édouard Philippe, c'était un lobbyiste d'Areva. Son métier dans la vie, avant de se retrouver Premier ministre, c'était de faire du lobby pour le nucléaire. Et il se retrouve, sans jamais avoir été élu, catapulté ministre, comme ça, du jour au lendemain. Après, c'est toute la question du pantouflage, du rétro-pantouflage, etc. Quoi. Bien sûr. Et donc, et c'est pour ça que l'enjeu démocratique est crucial. Et c'est un des pans importants de notre programme, c'est d'aller vers une 6e République et de remettre à plat l'ensemble de ce système qui ne sert plus l'intérêt général. Le système, en France aujourd'hui, ne sert plus, le système politique, institutionnel, ne sert plus l'intérêt général. Chronique, là. Tu vas aimer la chronique d'Abdel. C'est vrai qu'il y a les lobbies et le politique, mais il y a les lobbies dans les médias. J'ai entendu à France Inter, je ne sais plus
vers les vacances de la Toussaint. Ils ont reçu un lobbyiste du nucléaire sans le dire. À midi, là, il n'y avait pas Nagui, il y avait Leïla Kadour, voilà, enfin, qui le recevait, et il a déroulé son discours. Et puis sur l'enfouissement, il a cité, mais il faut quand même le faire, Bure, comme l'exemple d'un endroit où ça se passe très bien, où tout le monde a accepté que l'enfouissement se fasse là, un endroit où il y a sans doute le plus de mobilisation dans le Grand Est depuis toujours, quoi. Et personne ne l'a repris, et c'est passé comme ça. C'est très étonnant, quoi. Oui, c'est clair. Alors, je voulais juste, il y a Christian qui n'est toujours pas venu sur Twitch. Donc, premier mauvais point, Christian. Et deuxième mauvais point, c'est pas Noémie, c'est Léonie. Mais il a répondu. Réactif, Christian. C'est le T9. Alors, attention, pas un mot sur les 20 centimes de rabais de Total qui ont rapporté de suite du pouvoir d'achat aux Français. Ah bon? Je préfère ça à une taxe quelconque dans 2 ou 3 ans. Alors, moi, Christian, moi, je veux bien juste lui faire une réponse. Christian, juste, ils ont baissé de 20 centimes, le prix du litre Total. Par contre, c'est les premières stations qui, le dimanche soir, sont à sec jusqu'au dimanche suivant. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu des stations Total où il y avait assez de carburant. Donc, c'est facile de baisser de 10% et de baisser la quantité en disant « Ah bah oui, bah non, c'est épuisé ». Moi, je pense qu'ils ont gagné beaucoup d'argent quand même dans cette histoire. Oui, voilà. Christian, je tiens juste cette réponse ne me convainc pas. Je tiens juste à souligner aussi, je tiens juste à souligner aussi, parce que ce genre d'aides qui sont mises en place par le gouvernement profitent aussi aux entreprises, en fait. Et donc les bénéfices records qui sont faits par ces entreprises-là proviennent en fait de ces aides. Quand nous, on ne perçoit pas en tant que depuis qu'il était ministre de l'économie sous Hollande, il y a eu 40 milliards de CICE par an, qu'il a ensuite changé en baisse des impôts pérennes. Voilà. Bien joué, Christian, quand même. Bien tenté. Bien tenté, mais raté. Viens sur Twitch, ça sera plus simple, Christian, viens. Et alors, sur Twitch, n'hésitez pas aussi à réagir sur Twitch, à nous dire ce que vous en pensez. Si dans le public, vous avez des remarques aussi, n'hésitez pas. Je sais qui c'est Gaulle. Je sais. Oui, parce que le chat, ils sont un peu endormis, là. Je crois qu'ils ont pris les pop-corn et ils nous écoutent, là. Si vous êtes réveillé, le chat, dites-le. Dites-la dans le chat. Et ma sœur, elle est où ma sœur? Ah, je sais pas. Elle, depuis qu'elle a un mec, c'est fini, quoi. Voilà, ça critique. Cela ne nous regarde pas. Je donne la parole à Nico. Tu peux peut-être reposer ta question, monsieur. Oui, donc moi je me posais cette question, en fait, qu'est-ce qu'une niche parlementaire? Oui. Alors, la niche parlementaire, c'est d'ailleurs le nom niche, je ne sais pas d'où il sort, par contre. Une niche, pourquoi pas. Donc, pour les statuts. Oui. Pour les chiens. Pour les chiens. Pas compris. Bon, en tout cas, voilà. La niche parlementaire, c'est le moment, c'est un jour par an pour chaque groupe parlementaire, lors duquel le groupe en question a la main sur l'agenda des textes qui sont examinés en séance ce jour-là. Donc, la France Insoumise, groupe auquel j'appartiens, avait prévu 12 textes possibles. 12 textes, c'est beaucoup, hein, mais on avait prévu plus pour pouvoir justement avoir ensuite une approche tactique, parce qu'on savait que ça allait être fait dans une grande adversité. Parce qu'après, il y a des modalités tactiques pour quels textes on présente, lesquels vont être le plus amendés par nos adversaires, et à quel texte, quel texte a plus de chances d'aboutir dans les temps. Parce que la niche parlementaire, c'est un temps contraint, c'est-à-dire que vous commencez à 9h le matin la séance et vous terminez à minuit quoi qu'il arrive. À minuit, c'est fini. Le moment, la parenthèse magique dans laquelle l'opposition, le groupe d'opposition qu'on est, on est quand même 75 députés, hein, donc c'est-à-dire... ça fait quoi? Ça fait un quart de... Ouais, c'est ça, si je calcule bien. Ça fait un petit quart de l'hémicycle. On a un jour par an pour avoir le droit de proposer les textes qu'on souhaite proposer. Donc voilà, c'est juste... voilà. On parlait de démocratie tout à l'heure. Ça mériterait d'être largement amélioré. Et donc, on avait une douzaine de textes. Finalement, 8 textes au bout du bout, parce que certains ont été retirés même directement après la commission. Mais on a choisi... Le matin même, ou la veille, on a décidé qu'on allait passer en priorité le texte, la proposition de loi constitutionnelle pour mettre dans la Constitution le droit à l'IVG. Ce texte avait été très largement amendé par nos adversaires, c'est-à-dire tous les amendements qu'ils ont déposés sur chacun des articles. Bon, il n'y avait qu'un seul article, hein, c'est des textes volontairement courts. Tous les amendements déposés doivent être examinés en séance. C'est-à-dire, un amendement déposé, c'est le député qui le présente, qui a 2 minutes, prendre la parole pour le défendre. Ensuite, vous avez quelqu'un qui peut répondre « oui, je suis pour ce que tu viens de dire » et quelqu'un qui a aussi 2 minutes pour dire « non, je suis contre » et ensuite, ensuite le gouvernement s'exprime et la commission s'exprime et on passe au vote. Donc chaque amendement, c'est 5, 6, 7 minutes
Et quand vous voyez que sur le droit à l'IVG, il y avait plusieurs centaines d'amendements qui avaient été déposés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on va faire durer le texte le plus longtemps possible pour dépasser les minuit et pour qu'on ne puisse pas voter. Si vous dépassez minuit, le texte, c'est fini, tant pis, vous avez loupé votre chance, revenez l'année prochaine. Donc on a réussi à faire passer droit à l'IVG en 8 heures d'examen pour un article, 8 heures. Ouais, donc le nombre d'amendements, c'est beaucoup les républicains qui ont fait de l'obstruction, là pour le coup, en mettant des amendements pourris. Hein. Par exemple, le Rassemblement national, une partie du Rassemblement national était contre aussi cette proposition de loi. Ils ont dit à un moment donné, oui, on veut profiter du fait que ce soit une loi constitutionnelle pour rajouter autre chose qui nous tient à cœur dans la Constitution, c'est les langues régionales. Alors oui, c'est important les langues régionales, mais rien à voir. Rien à voir. Et le pire, donc le Rassemblement national qui présente ça, ça fait perdre les 5 minutes qui vont bien, voilà, la vie de tout le monde, etc. Mais ensuite, le pire, c'est que des députés macronistes, et là je vais faire du name and shame pour le collègue Charles Zitzenstuhl du côté de Benfeld, député Renaissance, qui lui a répondu aux députés macronistes en disant oui, c'est vrai que les langues régionales, en parlant bien lentement, c'est important, c'est vrai, et puis 2 minutes pour dire qu'en fait c'était pas le sujet. Donc voilà, donc ça c'est de l'obstruction. On poussait nos textes hors du temps contraint pour voter. Deuxième texte qu'on a amené, c'était la réintégration des personnels non vaccinés. Et ce texte-là, par contre, l'obstruction, pour le coup, a été fatale, puisqu'on a commencé à 6h30, et après minuit, c'était pas fini. Pareil, il y avait un seul article, il y avait 3 articles, mais un seul avec vraiment plusieurs... il y avait 20 amendements au départ, et finalement, le gouvernement en a déposé plusieurs centaines pour nous empêcher de voter. Donc voilà, niche parlementaire, 1 jour par an pour chaque groupe. On pose l'agenda qu'on souhaite, on examine les textes qu'on veut, mais on est soumis à l'amendement des textes par nos adversaires, et donc au fait que le temps contraint ne nous permette pas d'aller au vote.